Nous sommes très heureux de vous accueillir chez EY Tower Roumain dans ce bel espace dédié à l'innovation. Je vais commencer par me présenter. Emira Janossi, moi je suis partenaire en charge de l'activité business consulting au cabinet et je vais avoir le plaisir de modérer ces événements aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va enfin vous dévoiler les résultats du premier baromètre de l'industrie 4.0 en Tunisie que nous avons co-réalisé avec notre partenaire Innovation City. Et d'ailleurs, sans plus tarder, je vais donner la parole à Silichem Gorki, qui est CEO de Innovation City. Alors Silichem est très actif pour développer l'attractivité industrielle de la Tunisie. Et je pense qu'aujourd'hui, l'attractivité passe par la digitalisation. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être parmi vous. Réellement, je suis honoré de votre présence et que vous ayez accepté cette invitation parce que réellement, c'est un sujet qui est très important. Anna, Innovation City, c'est ce qu'on fait plus ou moins, donc la technopole, la mécatronique et l'industrie 4.0. On a démarré ça depuis 2014, pratiquement sur l'industrie 4.0, avec la mécatronique Base. On a réalisé une première table ronde sur l'industrie 4.0 et on a essayé d'évoluer avec cette idée jusqu'à l'initiative nationale sur l'industrie 4.0 qui est devenue aujourd'hui une nécessité absolue. Si on parle que de l'empreinte carbone, déjà, pour avoir une empreinte carbone, on est obligé justement d'avoir au moins de la data pour pouvoir se positionner. Et la data, c'est l'industrie 4.0 justement, et la digitalisation. Alors, par rapport à tout ce programme, justement, on remercie la GIZ parce que c'est un programme qui a été dans ce cadre-là avec eux. Mais on remercie surtout EY parce que dès le début, on a essayé de travailler avec des gens qui ils ont une contribution commune par rapport à cette industrie 4.0 et on peut faire la complémentarité. Donc on a justement ce partenariat qui a été développé avec EY pour travailler sur l'industrie 4.0 pour offrir vraiment une proposition complète par rapport à ça. Et dans tout ça, justement, le baromètre, ce n'est qu'un ingrédient très important, justement, pour avoir une idée sur l'état de l'industrie 4.0 en Tunisie, et puis pour essayer de comprendre aussi quelles sont les problématiques des entreprises et quelles sont les orientations sur lesquelles nous, on doit orienter notre action par rapport à vos souhaits. Donc c'est ça, en fait, l'objectif de ce baromètre, entre autres, qui nous permet justement d'être toujours au diapason et à côté de l'industrie tunisienne pour pouvoir proposer des solutions à cette industrie. Donc, sans plus tarder, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans ce baromètre qui vont vous être présentées. Elles sont parfois spécifiques à nous, à la Tunisie, justement. On va voir ça. On pensait qu'on était beaucoup plus important au niveau de l'industrie et de l'évolution. Parfois, sur certains secteurs, on se retrouve avec c'est mitigé. Donc vous allez voir un peu ce résultat. Et, hein, il y a toujours de l'espoir. Ah oui, énormément, justement. On m'a dit tout à l'heure que j'étais tout le temps optimiste, donc j'espère que je le resterai. Donc voilà. Donc merci encore une fois d'être parmi nous. Merci à EY de nous accueillir dans ce bel espace. J'espère que la prochaine fois on va vous accueillir à Innovation City et que vous ferez le déplacement à Sousse. Mais réellement, je suis très 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 content que vous soyez là pour qu'on puisse vous présenter justement tout le résultat de cette activité. Bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais donner la parole à Sissemi Zeoui, qui est partenaire EY Consulting, qui va nous donner sa vision de ce baromètre. Alors, Sissemi, qu'on ne présente plus, je pense, qui en fait connaît très bien le tissu économique tunisien, l'industrie tunisienne, qui a suivi, je pense, certaines phases de développement et de modernisation de ce tissu. Et Sissemi nous dit, dans le baromètre, vous allez le dire, que l'industrie tunisienne sera 4.0 ou ne sera pas. Voilà, مرحبا بكم. Donc مرحبا بكم, ravi de vous accueillir ici. Et je l'ai dit en fait il y a 15 ans déjà. EY avait eu l'honneur et la responsabilité de définir la stratégie industrielle de la Tunisie à horizon 2016 à l'époque. Donc c'est un travail que nous avons réalisé à Sierra Leone. Et à l'époque, déjà, nous avions identifié 3 axes majeurs, 3 piliers de l'industrie tunisienne.
Le premier était d'être un nearshore en fait, de l'industrie et des services auprès de l'Europe. Le deuxième était d'être un hub. Que nous voyons la Tunisie comme étant une plateforme. Quand on dit hub, il y avait plusieurs dimensions. Mais notamment, ça pouvait être un hub pour les groupes asiatiques voulant approcher le marché européen. Et ça pouvait être bien sûr un hub pour les groupes européens et pour les groupes asiatiques pour approcher le marché européen. Et le troisième pilier était autour de l'innovation. Il y a 15 ans, on parlait des innovations. Alors pourquoi on parlait d'innovation? Et on en parlait probablement différemment que d'aujourd'hui si on devait en reparler. À l'époque, on en parlait parce qu'on pensait que c'était un atout pour la Tunisie d'attractivité. On se disait à l'époque, on parlait déjà moins de l'innovation, la stratégie industrielle de la Tunisie, qui était les Euromed Valley for Industry and Technology, venait à la suite du plan d'émergence du Maroc. Et dans le plan d'émergence du Maroc, la notion d'innovation n'existait pas. Donc, on le voyait comme étant un outil, un atout pour la Tunisie de développer son attractivité. Aujourd'hui, je crois que la donne a changé. Si on parle d'innovation, si on parle d'industrie 4.0, ce n'est pas pour être attractif, c'est pour être dans la carte des investisseurs. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas une industrie qui est 4.0, si nous n'avons pas une industrie qui est tournée vers aujourd'hui le basique que sont la data, que sont l'Internet des objets, que sont la blockchain, qu'est le cloud, qu'est le manufacturing et construction system ou autre, si on n'a pas ceci, nous allons disparaître de la carte industrielle de notre région, parce qu'on parle beaucoup de régionalisation. Et c'est ça qui est intéressant dans la lecture que j'ai du baromètre, et je vous laisserai bien sûr rentrer dans le détail des éléments. Mais ce qui est intéressant dans un baromètre, c'est de marquer une sorte de T0. C'est de se dire finalement, faisons une photo. Aujourd'hui, 2022, quelle est la situation de l'industrie pour que dans 2 ans, quand je vais refaire, ou l'année prochaine, quand je vais refaire le baromètre, l'année suivante, on va commencer à voir ou pas la progression. Et il faut espérer que nous allons voir la progression parce qu'il s'agit réellement, dans la conception que nous en avons, d'un élément de survie de l'industrie. Merci Emile et merci à toutes les filles. Merci beaucoup. Alors on avait prévu l'intervention de Norman Scrapple de la GIZ, mais je pense qu'il n'est pas encore présent. Je tiens quand même à signaler le rôle de la GIZ qui soutient fortement les projets de digitalisation en Tunisie et qui va continuer à le faire dans les prochaines années. S'il arrive un peu plus tard, peut-être qu'on aura l'occasion de lui redonner la parole. Donc sans plus tarder, du coup, on va enfin vous dévoiler les résultats du baromètre. Pour cela, j'ai avec moi Anas Rochdi de Nation City, Mohamed Benjamin de Dubaï. Alors pour les présenter, Anas est donc directeur de l'innovation à Innovation City. Il coordonne toutes les activités et les missions du centre d'innovation de Innovation, autant auprès des industriels, donc auprès de vous, auprès des startups tunisiennes, avec qui il y a pas mal de programmes qui sont montés par le centre d'industrie 4.0 d'Innovation. Mohamed Benjamin est manager des équipes EY Consulting Tunisie, de Business Consulting. Il est en charge notamment de l'offre Industrie 4.0 et de la competency supply chain. Donc, merci, Samia. Merci, bonjour à tous pour votre présence. Alors, on va vous présenter rapidement les objectifs de ce baromètre, par la suite les résultats de par section, c'est-à-dire l'émission, l'intégration de la vitesse, la durée technologique et à la fin les perspectives et la conclusion de ce rapport. Donc, concernant l'objectif, c'est le fait de donner un éclairage objectif et professionnel de la transition digitale de l'industrie en Tunisie et aussi les perspectives des entreprises dans ce domaine. Pour cette première édition, cette enquête s'articule autour de 4 blocs. Le premier concernant l'orientation stratégique et organisationnelle des entreprises par rapport à cette industrie 4.0. Par la suite, nous avons évalué l'intégration et la digitalisation des processus internes des entreprises. Par la suite, une analyse de la maturité technologique. Et à la fin, on a essayé d'identifier les axes de développement et les perspectives d'investissement des entreprises dans les technologies modernes. Alors, commençons par la première section, stratégie et organisation. À travers
cette première question qui consiste à évaluer l'intégration du concept Industrie 4.0 dans la stratégie des entreprises, on a remarqué une réelle prise de conscience des industriels dans l'investissement dans le concept de l'Industrie 4.0. À travers les réponses, on a 30% qui ont confirmé qu'ils ont une stratégie I 4.0 en cours de discussion et 21% qui ont une stratégie en cours de mise en œuvre. Aussi, il y a 10% qui ont déjà développé et mis en œuvre leur stratégie I 4.0, avec 7% qui ont déjà mis en œuvre des KPI définis et contrôlés. Par contre, 24% des répondants ont confirmé qu'ils n'ont aucune stratégie et aucune action pilote. Cela démontre qu'il y a aujourd'hui aussi des dirigeants et des entrepreneurs qui ne considèrent pas cette transformation comme un pilier de croissance de leur entreprise et un pilier d'amélioration continue. Voilà, maintenant pour pouvoir implémenter cette stratégie, il va falloir avoir les connaissances et l'expertise nécessaires. Pour cela, on a posé la question suivante qui consiste à évaluer le niveau de connaissance des managers en industrie 4.0. Là, les répondants, on a eu des réponses de 63% qui ont confirmé que les managers ont une connaissance générale de ce concept. Par contre, uniquement 3% disent que ils ont un département qui existe déjà de transformation industrie 4.0. Et là, ça démontre l'intérêt des industriels aujourd'hui en Tunisie à développer davantage le savoir-faire en industrie 4.0 pour pouvoir réussir cette transition. La question suivante vient confirmer ce constat à travers l'évaluation de l'intégration de l'industrie 4.0 dans les programmes de développement des compétences. Là, on a 36% des répondants qui ont confirmé qu'ils n'ont pas de programme de développement aux compétences industrie 4.0 et 35% qui ont assisté ou participé à un ou plusieurs éléments industrie 4.0. Uniquement 3% disent que l'industrie 4.0 est une partie intégrante dans leur plan de formation de tous les collaborateurs. Et là, à partir de cela, quel que soit par manque d'intérêt ou par manque de visibilité sur la rentabilité de l'industrie 4.0, il se peut aussi par manque de financement, ce niveau d'intégration reste insuffisant pour un bon déploiement d'une stratégie industrie 4.0. Et à la fin de cette section, une question concernant l'accompagnement. Je pense, vu ce manque d'expertise, de connaissances, et certainement le manque de disponibilité des ressources internes, les répondants ont confirmé qu'ils souhaitent être accompagnés par des prestataires externes, avec 26% par des fournisseurs et intégrateurs pour faire face certainement à la complexité technique des projets Industrie 4.0, avec 24% avec des cabinets de conseil qui sont très bien outillés sur le plan stratégique et opérationnel pour accompagner des entreprises pour élaborer des stratégies, des feuilles de route, pour l'accompagnement à la maîtrise d'ouvrage, et des centres technologiques avec 19% qui maîtrisent très bien les nouvelles technologies et qui ont une très bonne connaissance de l'écosystème de l'innovation. Donc, pour conclure par rapport à cette première section, il y a une réelle prise de conscience, mais il y a encore une hésitation qui empêche les industriels à s'engager sur le plan stratégique et organisationnel de manière concrète pour entamer cette transition digitale. Donc c'est par rapport à cette première section. Passons à la deuxième section qui consiste à évaluer l'intégration des processus internes dans les entreprises. Alors là, nous avons fait un focus sur l'exploitation de la data. L'exploitation de la data qui est la clé de la réussite de la transformation digitale. Donc, à travers la première question qui permet d'évaluer comment on est en train de collecter et d'utiliser les données par processus et par fonction, nous avons constaté que les activités de finance et comptabilité sont les plus digitalisées, intégrées et automatisées. Cela peut être expliqué par les exigences réglementaires. Et par contre, 51% ont témoigné que la qualité est gérée manuellement et que c'est la fonction la moins digitalisée. Un autre chiffre marquant, on a en moyenne, 1% en moyenne, disent qu'ils ont des processus autonomes et intelligents. Donc, cela démontre qu'il y a vraiment du travail, beaucoup de travail à faire pour améliorer l'intelligence de nos processus, pour renforcer les outils d'amélioration continue,
comme le lean, la chasse au gaspillage part de la technologie pour rendre ces outils plus intelligents et plus connectés. La deuxième question, on s'est intéressé aux outils les plus utilisés actuellement par les industriels et leur niveau d'interfaçage avec les ERP. Là, on trouve à la tête de liste les solutions de gestion de la maintenance, les solutions BI avec 16%, les solutions Production Plan System avec 13% et le Manufacturing Execution System avec 11%. Et bien sûr, avec un niveau d'interfaçage partiel avec les ERP. Là, on peut identifier deux constats à travers cette question. D'abord, les industriels s'intéressent beaucoup au processus, à la digitalisation des processus industriels. C'est normal, c'est leur cœur de métier, maintenance de production, mais ça reste insuffisant pour aller vers la performance globale. On doit aussi élargir le scope pour couvrir les processus logistiques, les processus support, pour atteindre une amélioration continue. Et aussi, le deuxième point, c'est l'interfaçage partiel avec les ERP. Ça, c'est un point vraiment bloquant et ça impacte réellement l'efficacité de ces solutions. On ne pourra jamais collecter de la donnée en temps réel, de la donnée fiable, si les systèmes ne sont pas interfacés et intégrés. Et on ne pourra passer jamais d'une approche corrective où on réagit à des problèmes, à une approche prédictive où on anticipe les problèmes pour prendre les bonnes décisions à temps. De même, on s'est intéressé aux échanges avec les fournisseurs et clients, et environ la moitié des répondants ont confirmé qu'ils ont une gestion manuelle assistée par système. Cela aussi démontre qu'il y a encore de la marge pour améliorer la communication avec les partenaires, rendre cette communication plus fluide, plus sécurisée, en utilisant des outils comme par exemple le e-procurement. La dernière question au niveau de cette section, c'est par rapport à l'évaluation de la traçabilité des produits et des matières tout au long de la chaîne de valeur. Là, on a constaté une vraie piste d'amélioration pour les industriels. Il y a 51% des répondants qui ont confirmé que la traçabilité des données sont partiellement enregistrées et déclarées sur le système. Là, c'est vraiment, il y a du travail à faire. La traçabilité est très importante, elle impacte surtout le volet qualité. Elle est importante surtout en situation de crise, lorsqu'on veut retirer un lot et lorsque ce produit peut nuire à la santé d'un consommateur. Donc c'est vraiment important d'avoir une traçabilité du cycle de vie de bout en bout. Donc, par rapport à cette section, on remarque qu'il y a eu du travail, il y a eu pas mal de réalisations, mais il reste encore un effort à faire pour rendre le processus plus intelligent, pour renforcer notre architecture applicative et s'assurer que les solutions sont intégrées et interphasées afin d'exploiter la data de la meilleure façon et améliorer et faciliter notre processus de prise de décision. Ça, c'était par rapport à la deuxième section. La troisième section, c'est la maturité technologique. Je vous laisse la parole à Merci Idriss. Alors bonjour, merci pour votre présence. Sans plus tarder, donc en fait, je fais la transition avec ce qu'a dit Idriss. L'objectif de l'industrie 4.0, c'est de rendre les usines plus intelligentes. Et cette intelligence, en fait, elle se fait en combinant trois blocs technologiques qui sont la connectivité, les data et l'automatisation pour faire ce qu'on appelle l'autonomisation en fait, de l'industrie. Merci de ça. Alors, dans cette section, justement, on analyse en fait la maturité technologique des entreprises industrielles, donc le degré d'usage de ces trois blocs technologiques et comment on peut faire avec ces technologies une entreprise qui est dite data-driven, donc c'est une entreprise intelligente. Alors, en fait, d'abord, globalement, l'industrie tunisienne est très bien équipée en infrastructure IT, ça on le sait. Maintenant, est-ce qu'on est en train d'exploiter en fait justement ces infrastructures? Est-ce qu'on est en train effectivement de collecter les datas, de les analyser, de les traiter? Alors, à la question comment sont stockées vos données, donc 47% en fait, des répondants disent que c'est dans nos serveurs, c'est-à-dire en fait que la donnée est stockée, pas forcément bien classée, pas forcément traitée, mais pour des raisons en général de sécurité, on préfère toujours avoir la donnée dans des serveurs
locaux. Seulement 17% des répondants utilisent le cloud et les services cloud, et encore moins, donc oui, à peu près 9% utilisent les data warehouse et les data lake qui leur permettent en fait justement de correctement traiter leurs données. À la question quels défis rencontrez-vous actuellement avec l'infrastructure IT existante, alors les trois top réponses, c'est nous souhaitons mettre en place un système automatisé. Donc, on souhaite effectivement donc, traiter de façon plus séquentielle et plus optimiser les données. Nous souhaitons moderniser l'infrastructure. Donc, la modernisation de l'infrastructure est un sujet toujours très en vogue, disons, au niveau de l'industrie tunisienne. Donc, ça nous rappelle un peu les programmes de mise à niveau. Donc, on cherche toujours à faire cette amélioration continue par rapport à l'infrastructure IT. Et 19% des répondants donc, souhaitent mettre en place des procédures pour assurer la sécurité des données. La cybersécurité est un élément très important de l'industrie 4.0 et les industriels tunisiens sur ce sujet sont vraiment conscients et cherchent à élaborer en fait des plans autour de la cybersécurité. Alors, comment votre entreprise utilise-t-elle les données pour prendre des décisions? Donc, le Graal, en fait, comment faire de l'entreprise, justement une entreprise dirigée par la data et que la prise de décision soit vraiment intelligente. Alors, malheureusement, 9% quand même répondent qu'aucun département n'est outillé pour collecter et analyser des données en temps réel. Donc, on peut extraire des données ou peut-être on ne peut pas extraire de données tout simplement. Et la majorité, donc 31%, disent que certains départements quand même sont outillés, utilisent les données pour prendre des décisions, mais la tâche n'est pas vraiment collectée en temps réel. Donc on collecte les données, on les analyse plus tard et on n'a pas forcément vraiment ce côté prise de décision immédiate dirigée par les données. Donc seulement 8 et 5%, donc 13% déploient en fait des méthodes et des systèmes d'autonomisation de la prise de décision. Alors voilà, une question très importante aussi parce que la technologie coûte cher aujourd'hui et pour voir en fait l'appétit des industriels tunisiens à ces technologies-là, on a posé la question par rapport aux investissements. Donc, quel budget vous êtes disposé à apporter pour des solutions d'intelligence artificielle, de calcul, donc GPU, CPU, etc. Donc, seulement 11% sont disposés à mettre en place un budget adéquat par rapport à ce type de solution, donc un budget supérieur à 200 000. La majorité des entreprises sont prêtes à mettre en place des budgets autour de 10 000 et 100 000 dinars. Ce qui leur permet peut-être de mettre en place quelques projets pilotes, mais pas vraiment de déployer à grande échelle des solutions d'intelligence artificielle ou de data-driven decision. À la question, quel type d'accompagnement et services souhaitez-vous avoir pour justement faire cette transition? Donc 22% disent que voilà, on veut de l'aide sur l'intégration et l'implémentation de solutions. Donc il y a quand même un focus au niveau des industriels tunisiens sur le résultat, le ROI, la mise en place de la solution. Ceci peut-être aussi va avec les premières questions sur la stratégie, etc. 18% souhaitent faire avoir une assistance à l'élaboration d'une stratégie et 16% souhaitent faire des diagnostics, ce qui ne décrit pas réellement une démarche en fait industrie 4.0 parce que l'industrie 4.0 ce n'est pas la technologie, c'est une combinaison entre l'organisation, la stratégie, les méthodes, le management 4.0 carrément et bien sûr les technologies. Donc il faudrait aussi que les entreprises industrielles aient cette conscience que l'industrie 4.0 ce n'est pas un cumul de petits projets de mise à niveau. C'est vraiment un paradigme nouveau qui fait qu'il faut avoir une vision globale, il faut avoir une stratégie, il faut avoir une roadmap, il faut diagnostiquer l'état de lieu et avoir des KPI à atteindre. Voilà ce qui nous porte donc sur la 4e section, les perspectives.
Donc la majorité des répondants souhaitent investir dans l'industrie 4.0. Il y a une conscience, on l'a vu sur les premières questions aussi, que l'industrie 4.0 peut apporter de la compétitivité, elle peut apporter des nouveaux marchés par rapport à la traçabilité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réglementations nouvelles dans les marchés européens, etc., sur justement certaines normes écologiques, certaines normes de traçabilité dans l'agroalimentaire, dans la pharmaceutique, etc. Et donc, à la question, comptez-vous investir dans des solutions de digitalisation, 37% disent qu'ils souhaitent le faire à court terme, donc moins que 6 mois, 27% pour des projets aussi de court terme, moins de 12 mois, et 29% pour des projets à mettre en place. Donc, quel budget vous êtes disposé à allouer pour ces projets? Là aussi. Donc voilà, le constat c'est que clairement aujourd'hui on sollicite plus de moyens. Les entreprises ne disposent pas forcément aujourd'hui des investissements nécessaires, des fonds nécessaires pour les investissements dans l'industrie 4.0. Seulement 10% répondent qu'ils sont disposés à mettre en place des budgets entre 600 000 et plus. La majorité des entreprises, c'est des projets, donc 48% inférieurs à 100 000 dinars, c'est-à-dire des petites mises à niveau de certains outils, mais pas vraiment des plans de transformation digitale complète. Alors, quelle fonction est prioritaire pour votre entreprise en termes de digitalisation? Voilà, il y a un classement en fait des fonctions prioritaires, donc toujours la production, bien sûr, parce qu'on cherche à être plus compétitif dans des marchés qui sont en train de changer. Suite au Covid, effectivement, il y a des problèmes de supply chain, donc on essaie aussi de s'adapter. Donc production, marketing et vente, développer le business et développer de nouvelles opportunités. L'achat et approvisionnement, donc tout ce qui est supply chain, effectivement. Ensuite, la qualité, la maintenance, la formation et l'R&D en dernier lieu. Donc voilà, ces résultats confirment l'importance accordée des dirigeants pour l'exploitation en fait, des outils pour la production. Quelles applications technologiques sont prioritaires pour votre entreprise? Donc là, voilà, les entreprises sont sur la connectivité, le bloc technologique important. Déjà avoir des data, c'est de connecter les machines, de connecter les outils de production, soit manuels ou automatisés. Donc, tout ce qui est logiciel de pilotage de la production en temps réel, les MES, utiliser l'IoT, donc l'Internet of Things, pour connecter les machines. Le dashboarding business, donc en fait l'intégration verticale qui permet de connecter le top management à l'opérationnel et au shop floor. Les systèmes de management donc de l'énergie, donc aujourd'hui aussi on est un peu conscient en Tunisie que les problématiques énergétiques sont très présentes, fortement présentes, donc tout ce qui est gestion de l'énergie, gestion de l'eau, gestion des déchets, effectivement donc aujourd'hui, même si la réglementation l'impose, mais les entreprises sont conscientes aussi qu'il faut faire ce pas afin d'être sur les normes de leurs clients, tout simplement. Aujourd'hui, les clients imposent certaines normes écologiques et les entreprises sont conscientes qu'il faut avancer sur ce sujet. Donc, l'automatisation des process, donc 12%, cybersécurité 12%. Voilà. Alors, quel impact souhaitez-vous avoir suite à la transformation digitale? La majorité donc, des répondants, bon, c'était assez équilibré. Donc, l'augmentation de l'efficience de production, toujours l'efficacité et la compétitivité. Réduction de la perte en matière et en temps, donc relative aussi en fait au traitement de l'énergie, de l'eau, etc. Alors, optimisation de l'utilisation des ressources humaines. Donc effectivement, en Tunisie, l'industrie tunisienne reste quand même une industrie qui voilà, manufacturière à base de main-d'œuvre, donc on cherche toujours à réduire les coûts et d'optimiser en contrepartie aussi donc l'utilisation des ressources humaines. Donc voilà, on a des réponses équilibrées. Ça confirme que l'efficience donc à la chasse des gaspillages sont la priorité. La réduction des coûts, c'est la priorité des entreprises industrielles.
Selon vous, alors quels sont les défis majeurs de l'industrie 4.0? Et là, voilà, effectivement, ça confirme encore ce souci donc, de trouver les fonds. 28% pensent que les investissements sont aujourd'hui élevés et que naturellement, il n'y a pas forcément aussi peut-être, en tout cas, ils pensent qu'il n'y a pas forcément un retour sur investissement aujourd'hui sur certaines solutions. Il y a aussi la résistance au changement. Ça nous apporte aussi, ça remporte aussi sur les questions de formation, de développement des compétences au sein des industries. Donc, sécurité de la confidentialité des données, la cybersécurité, voilà, immaturité des technologies. Donc voilà, ça c'est les réponses les plus... voilà. Donc, pour conclure, alors, sur les 4 volets, donc la stratégie et l'organisation, donc il y a vraiment une prise de conscience des industriels que l'industrie 4.0 peut apporter effectivement donc une meilleure compétitivité. Par contre, ils sont conscients aussi qu'ils n'ont pas forcément, ils ne sont pas forcément outillés et ils n'ont pas forcément la compétence interne pour justement avancer sur l'industrie 4.0. Sur la question donc, de l'intégration des process, seulement 1% des répondants témoignent qu'ils ont vraiment des process autonomisés, qui sont en train de traiter les informations, qu'ils arrivent à prendre des décisions à partir des données en temps réel. Voilà, la majorité des entreprises continuent à utiliser beaucoup de process manuels. L'intégration des process entre le top management opérationnel n'est pas forcément implémentée. De même, les ERP, donc l'opérationnel n'est pas forcément connecté au shop floor. Pour la maturité technologique, donc les systèmes avancés de stockage, de gestion de données, etc. sont très peu utilisés. Donc aujourd'hui, les industriels tunisiens sont équipés en infrastructure IT qui leur permettent de collecter des datas, mais ils ne sont pas en train de traiter ces datas et de les utiliser. Perspective, alors 2/3 des répondants à ce baromètre sont investir dans les solutions Industrie 4.0, mais en même temps, ils témoignent d'une faiblesse de moyens et souhaitent avoir plus d'accompagnement, donc un accompagnement que ce soit de l'État tunisien en forme d'un nouveau mise à niveau Industrie 4.0, mais aussi un accompagnement professionnel par les cabinets, par les centres technologiques, par les intégrateurs de solutions. Et le défi de financement reste donc l'obstacle majeur d'après les industriels tunisiens. Voilà, donc pour conclure, David. Donc, certes, quelques entreprises tunisiennes manifestent un niveau d'engagement élevé, mais il y a encore de l'hésitation, comme on vient de dire. Il y a des entreprises peu convaincues, malgré l'enjeu derrière de cette transformation digitale et l'impact sur la performance opérationnelle. Par la suite, il y a un effort à faire de tout l'écosystème, l'État à travers l'encouragement, les cabinets de centre en facilitant l'accompagnement, les intégrateurs, voilà, pour assurer cette transition et assurer ce tournant. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Anna Sedji pour cet éclairage. Alors, je tenais à signaler, je ne sais pas si vous m'entendez. Pardon. Donc je tenais à signaler encore une fois le caractère inédit de ce baromètre. C'est la première édition. Et pour une fois, c'est les industriels finalement qui s'expriment, qui donnent leur avis sur l'industrie 4.0. On voit souvent qu'il y a énormément, on va organiser des événements, on essaie de créer des discussions autour de l'industrie 4.0, mais là on a des remontées d'informations des industriels. Autant jusque-là on était sur des expériences individuelles, ponctuelles sur certaines industries, mais le fait d'agréger les informations, de sortir des statistiques, ça nous donne quand même une tendance qui est intéressante. Donc on va continuer à en parler. Maintenant, on va passer à la deuxième partie de ce programme, qui est l'échange avec vous, le retour d'expérience des industriels. Et on va commencer avec Drax Mayer, avec Mohamed Badr Bouradas, qui est DSI régional de Drax. Alors, Drax est partenaire de Innovation City depuis plusieurs mois maintenant. Nous avons accompagné Drax pour le début du projet de l'AGV, donc de l'autogaz et de l'hélicoptère.
Et du coup, Siva va nous parler de cette expérience-là et peut-être des différents projets et de l'approche Industrie 4.0 de Drax. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie pour l'invitation de Drax. Merci pour Innovation City aussi pour cette expérience. En fait, pour ceux qui connaissent pas Drexelmeier, c'est un groupe allemand depuis 1974 en Tunisie. On emploie approximativement 10 000 employés actuellement en Tunisie, principalement dans l'industrie automobile, tout ce qui est câblage automobile, mais aussi tout ce qui est intérieur automobile, donc tout ce qui est les accoudoirs, les vitres consoles, les boîtes de vitesse, etc. Mais disons, c'est un secteur partiellement important dans le groupe. Le reste, c'est tout ce qui est technique. Excusez-moi. Pour Drexelmeier, on a travaillé beaucoup avec Innovation City, surtout dans le projet du AGV ou ce qu'on appelle plutôt AMR. Donc, on ne veut plus parler de AGV, c'est plutôt AMR, c'est Self-Driving Vehicle. C'est un projet qui est stratégique pour nous, surtout en Tunisie. Donc, ça va nous donner la chance de réduire tout ce qui est stress d'employés, tout ce qui est donc, les tâches entre guillemets pénibles. Donc, c'est transporter un chariot toute la journée, c'est pas quelque chose de nice to have pour les employés. On est sûr chez Drexelmeier que les employés peuvent mieux faire et du coup donc, on cherche à leur donner des tâches plus intéressantes, plus consistantes en intelligence, en matière, mieux que juste transporter un chariot, malgré que c'est une culture en Tunisie, donc d'être chercher un job, mais c'est pas ça, on peut leur offrir mieux que ça, largement. Donc de ce fait-là, on a initié ce projet-là, c'était Success Story avec Innovation City. Actuellement, on s'ouvre un peu avec tout ce qui est subvention, parce qu'on est en collaboration avec la GIZ pour avoir la production de ces repos-là. Néanmoins, le cahier de charge et tout ce qui est nécessaire, il est prêt, suite à la collaboration avec Innovation. C'était vraiment quelque chose de très bien. Et on a un prototype parce qu'on peut passer le vidéo. C'est pas grave. Donc, on a développé un petit robot et merci à Innovation, donc ils nous ont donné la chance d'avoir ce prototype-là. C'était plutôt un prototype juste pour avoir le success story réalisable sur le terrain. C'était aussi en collaboration avec Orange, là on a développé la nouvelle technologie de 5G qui nous a permis d'avoir la connectivité au sein de l'usine parce que c'était très difficile d'avoir en fait un robot circulant avec le Wi-Fi, disons, catégorie ancienne, parce que tout simplement, comme vous connaissez tous, on est des industriels, on a les hauts égales, donc ils sont du métal qui c'est un obstacle. Donc on a contourné ça avec les antennes 5G. Peut-être que ce sera avec le Wi-Fi 5, mais ce n'est pas encore confirmé. Une autre partie donc, pour le groupe Drexelmeier qu'on focalise, mais ce n'est pas avec Innovation, c'est on fait tout ce qui est digitalisation des process avec tout ce qui est migration du MOS vers le SAP. C'est un projet gigantesque chez Drexelmeier, là où on veut migrer les 60 sites présents autour du monde vers SAP. C'est un projet qui s'étale entre 8 et 10 ans. On a migré 5 sites actuellement qui sont 100% fonctionnels sur SAP, du bout en bout. Et Chandra, on atteindra d'ici 8 ans. En fait, ce sera plutôt interactif parce que j'ai un tas d'informations. J'aime pas trop le one-man show, mais si vous avez des questions, avec plaisir. Merci beaucoup, c'est Mohamed. Donc, effectivement, nous avons accompagné Drax dans le diagnostic, mais aussi la mise en place des spécifications, des choix de fournisseurs pour ces solutions. Donc, on a fait ensemble avec EY. Et on est très content du résultat. Donc aujourd'hui, il y a un POC qui est testé au niveau de l'usine de Metz à Sousse. Et il y a une bonne nouvelle apparemment, donc ils vont commencer bientôt l'implémentation. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est quels sont réellement aujourd'hui l'apport en fait, de cet AGV, donc, autre que la simplification des tâches, etc. Mais est-ce qu'il y a vraiment un retour sur investissement pour une telle solution? Et aussi, vous avez parlé de la migration de vos MES, parce que vous en avez beaucoup, différents, etc. Même au sein d'une même usine, donc, il y a plusieurs unités, plusieurs MES.
Et donc faire migrer tout ça, c'est un travail justement de longue haleine, mais qui est très complexe techniquement. Donc comment réellement on peut justement faire une telle migration? Quels conseils vous pouvez donner aussi aux industriels qui souhaitent le faire? En fait, je commence par la première partie. Donc, concernant le robot, on est en collaboration avec la TIZ pour avoir 2 ou 3 robots qui seront mis en production en série. Ils seront surtout dans le département logistique, comme vous l'avez dit, et ça nous garantit beaucoup de sécurité pour nos employés parce que dans les couloirs, on a beaucoup de trafic, donc on essaie de viser ça pour avoir des locomotives qui sont autonomes, qui font trafiquer tout ce qui est matière logistique. Bien sûr, il y aura du retour sur l'investissement ROI parce que tout simplement, en fait, l'intérêt principal, c'est de réduire les problèmes de sécurité, assurer une bonne fluidité du process, donc sans avoir recours plus ou moins aux ressources humaines. Néanmoins, on cherche à migrer toutes ces ressources humaines vers d'autres départements là où ils seront plus efficaces. Donc, on ne parle plus de réduction de ressources humaines. Ce n'est pas notre objectif pour ça. C'est le côté humain, on est plutôt dans le sens de sécurité humanistique. Mais il y a du retour sur l'inverse parce que ça facilite rapidement le transfert des matières premières ou semi-finies entre les différents départements des unités de production. Le deuxième plan, ça sera de le connecter aussi au MES. Donc ça, c'est notre autre challenge parce que vu des normes de sécurité, etc., donc on doit avoir une connectivité avec le MES qui va nous garantir plus de fluidité, de traçabilité du trafic de matière. On aura moins de pertes, moins de reproduction, si vous voulez, entre guillemets, des équipements qui sont perdus, etc. Donc ça fait partie. Concernant la migration vers le MES, ma recommandation, elle est assez simple, c'est d'avoir le maximum de description de process. Plus qu'on a des process bien définis, bien décrits, plus qu'on a de discipline interne dans les usines, plus qu'on aura ce résultat plus rapidement. Parce que les collègues nous ont parlé de résistance au changement. En fait, c'est culturel. C'est chez nous de résister au tout changement. Mais si on définit le process, donc les outils, peu importe. Donc si on change la culture des gens de suivre le process, peu importe l'outil à l'intérieur. Mais si on vient du jour au lendemain, on change le process et avec un nouveau outil, bien sûr on aura de la résistance. Et ça c'est ma recommandation. Convaincre la résistance au changement qui est une des problématiques que les industriels ont fait remonter. Pour rebondir à la recommandation que vous venez de faire sur les process, moi je tenais à signaler une petite anecdote qu'on a rencontrée avec beaucoup d'industriels avec qui on a discuté du MES. Et souvent, en Tunisie, il y a eu des premières expériences de MES qui ont été abandonnées. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs entreprises qui ont commencé un projet, ils ont fait une mise en place, et puis finalement, ces outils ne répondaient pas à leurs besoins, n'étaient pas adoptés par les équipes sur le terrain, et du coup, le projet a été laissé de côté. Et aujourd'hui, effectivement, quand ils entament le projet, ils doivent plutôt l'entamer dans le cadre de toute une conduite du changement et de spécifications fonctionnelles et de description de process plus précises. Alors moi, je voulais rester avec vous sur le MES, justement. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont les fonctionnalités phares de votre MES? Parce que finalement, un MES peut couvrir énormément de... on ne va pas rentrer dans un détail très technique, mais du moins, est-ce que vous couvrez toute la production, toutes les machines? Est-ce qu'il y a une partie manuelle, semi-manuelle ou pas? Est-ce que la maintenance est intégrée, la qualité? Si vous pouvez nous parler un petit peu plus de votre système MES, sur l'exemple d'une usine peut-être. En fait, ce qui est spécifique chez Taximat, qu'on est très centralisé, qu'on est plus ou moins du copie conforme. Donc chaque usine elle est copie conforme de toutes les autres usines concernant les process, concernant les outils informatiques utilisés. Donc il n'y aura pas, entre guillemets, de l'autonomie d'un site de prendre des solutions propres à lui. Ce qui me fait renvoyer vers le côté des process. Donc, on a les mêmes process qui sont identiques. Ce qui nous a permis d'avoir plusieurs MES qui sont interconnectés. Donc on est, tout ce qui est qualité, c'est totalement informatisé. Tout ce qui est maintenance, on est à 70%. Malheureusement, c'est suite à vous connaissez tous les problèmes avec les maintenanciers qui veulent faire ce qu'ils veulent.
Je sais. Non, très agréable. Non, je ne parle pas de sévérité, je parle d'un niveau d'indépendance qu'ils cherchent toujours à garder chez eux. Donc, j'ai mes trucs, j'ai mes outils, j'ai mes propres manières de. Ça, c'est l'IT qui parle. En fait, le sujet de la maintenance fait réagir toute la salle. C'est pas que Brax soit les seuls à. En fait, il n'y a pas de grande différence entre les informaticiens et les maintenanciers, parce que les informaticiens, sur la base, ils font des résolutions du problème, donc c'est de la maintenance plutôt. Revenons aux MES. Donc, les MES, donc, on a ce qu'on appelle MES, le nom de notre produit interne dans Draximal, ça s'appelle également MES, Manufacturing Execution System, qui nous permet de faire la traçabilité ou le suivi des matières premières du A jusqu'à Z, en totalité jusqu'à l'export. Donc on n'a aucun souci pour ça. Actuellement, on est en train juste de suivre le train mondial d'être avec le SAP. Et ça nous permettra de couvrir le gap qu'il y avait auparavant entre tout ce qui est facturation, tout ce qui est commande client, tout ce qui est fournisseur, client, etc. Donc toute cette partie-là, elle était auparavant séparée sur SAP. Actuellement, on veut aligner sur SAP. Donc ça, c'est le grand objectif de cette migration. Concernant les systèmes de maintenance qui sont connectés, donc les données qui sont présentes sur le MES et prochainement ils seront sur SAP. Qualité aussi. Ressources humaines, on est, si ça ne s'est pas fait encore en continu, on est unique en Tunisie qu'on fait le payroll en SAP, c'est-à-dire du pointage jusqu'au payroll en SAP. Ça, c'était un grand pas pour nous faciliter d'avoir les problèmes après dans tout ce qui est suivi des employés, etc. Donc, ils seront tous automatiquement intégrés dans SAP. Ils vont faire automatiquement tout ce qui est aussi suivi, tout ce qui est report BI et ces trucs-là. Entre guillemets, je ne suis pas d'accord juste sur le fait que le BI, c'est pas à l'inverse, c'est un juste outil de reporting, c'est de la digitalisation, qui est quelque chose de basique. Je ne sais pas de tarder, mais si vous avez des questions, avec plaisir. Moi, j'ai encore une question peut-être, parce que je me souviens que quand on est intervenu avec l'équipe, il y avait un sujet autour de la cybersécurité, peut-être une certaine réticence ou résistance qui venait peut-être des équipes informatiques d'ailleurs, sur la possibilité d'interfacer des systèmes, jusqu'où on peut aller dans cette... Et finalement, est-ce qu'il y a aujourd'hui un débat ou un arbitrage à faire entre tout interfacer et gérer la partie cybersécurité malgré tout? Est-ce que c'est un sujet pour vous? C'est un sujet d'actualité, ce sera toujours, parce qu'actuellement, on est tous confrontés aux problèmes de cybersécurité. Actuellement, exceptionnellement en tant que groupe, je ne sais pas, en tant qu'usine, on est très digital, entre guillemets. Donc, toute attaque, ça peut nous faire un grand stop. Donc, c'est pour cela qu'on est très rigide, et avec je le connais, tout ce qui est côté sécurité, pour la simple et unique raison, si on aura une attaque, donc on aura un grand problème, parce que tout est automatisé. Donc, des machines de logistique, des machines de cours, des machines de production, des machines de montage, elles sont toutes informatisées, toutes connectées. Donc, s'il y aura quelque chose, donc, on a un problème. C'est pour cela qu'on fait de la pression pour toute introduction d'un petit équipement, peu importe sa taille, peu importe, robot ou classe, ça doit être tracé, suivi et autorisé par l'équipe de sécurité. C'est pour cela qu'on est réticent. De 1 et de 2, parce que aussi la base de données de MES, elle devient gigantesque, les niveaux données. Donc, par exemple, c'est un souci de performance. Si on aura une application qui sera connectée et qu'elle est gourmande, tout ce qui est ressources, la réponse énormément de données, donc ça va ralentir les processus de production et donc on perdra de l'efficience. C'est pour cela toute application qui sera connectée à ces bases de données, elle sera très bien diagnostiquée, peut-être sur un hub de simulation. Je le connais, oui. Très clair. Je ne sais pas si tu as d'autres questions. Alors moi, je note que c'est des bonnes pratiques en fait. Donc justement de tester d'abord sur des hubs, de mettre en place toute cette cybersécurité, ces règles en fait aussi de cybersécurité, c'est des bonnes pratiques qu'il faudrait qu'aussi on adopte au niveau des jeunes. Alors justement, on a vu que ce débat a été initié. Voilà, donc maintenant on ouvre la discussion avec les personnes qui sont présentes dans la salle. Est-ce que d'abord
Merci Amir, merci à vous tous. Je crois que moi je vais revenir un peu sur la présentation du baromètre. Franchement, c'est quand même des données, un retour qui est extrêmement intéressant. En fait, on venait aussi parce que je découvre comme vous la plupart de personnes ici présentent les résultats. Évidemment, je me suis dit, voilà, on va se retrouver avec le verre à moitié plein, à moitié vide. Donc maintenant, évidemment, on a eu un témoignage qui est excellent de la partie pleine. Mais en réalité, lorsqu'on voit un peu l'ensemble, j'ai tendance à déduire que il y a un petit vide dans le verre, et donc la partie pleine est moins que ce qu'on imaginait. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout de même, il y a une partie qui est pleine. C'est probablement là-dessus qu'on doit nous concentrer. C'est là-dessus que vous êtes en train de vous concentrer. C'est une bonne chose de voir le témoignage qui venait d'être cité. Moi, ce que je souhaiterais vous poser deux questions. Je ne vais pas m'étendre sur le commentaire, poser des questions à vous qui étiez en contact direct avec les personnes et les entreprises qui ont été interviewées. Vous allez d'abord avoir une idée un peu sur le profil de ces entreprises pour qu'on sache de quoi on parle, pour que tout le monde, j'allais dire, fait une lecture qui est la plus juste possible. Et au-delà de cela, j'aimerais avoir votre réponse, mais votre sentiment à travers ces contacts-là sur, je dirais, deux niveaux, deux questions précises. La première, à combien estimez-vous, j'allais dire, la partie des entreprises de notre tissu industriel qui sont totalement en ligne avec les standards des entreprises performantes au niveau mondial et qui peuvent tout de même constituer pour nous, c'est un peu le point sur lequel je mets le focus, ça sera le bon benchmark, ça sera cette partie des entreprises sur laquelle nous allons devoir compter pour qu'elle arrive à tirer les autres entreprises vers le haut. Et donc je voudrais avoir votre idée, votre sentiment sur l'estimation de cette proportion. Et ma deuxième question, quel est votre sentiment, votre retour des entreprises que vous avez trouvées, j'allais dire, dans des situations de la moitié, plus que la moitié vide. Comment ressentez-vous la prise de conscience ou pas des dangers, des risques que ces entreprises prennent en ne faisant rien ou pas grand-chose par rapport à l'imitation de ce monde dans lequel on vit et qui, de mon point de vue, il est très clair que si ces entreprises-là continuent dans cette même ligne, je crois qu'on risque de ne plus en parler dans quelques années. Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais avoir à la fois votre estimation de cette proportion, mais également c'est quoi la prise de conscience, le niveau de prise de conscience des entreprises. Et encore une fois, un très grand merci par rapport à ces résultats. Je dirais, c'est des résultats, évidemment qu'on découvre, c'est une bonne chose qu'on découvre les choses telles qu'elles sont. Merci. Merci Nuruddin. Du coup, je vais donner la parole à Chris et Anas peut-être pour commenter cette partie qui concerne l'échantillon. Alors, effectivement, donc, une enquête a touché 74 répondants qui ont eu la gentillesse et l'ouverture aussi de répondre à tout un questionnaire assez pointu, assez détaillé. Sur en fait, les outils qu'ils utilisent, sur leur méthodologie, etc. Donc vraiment, ça témoigne d'une ouverture importante. Maintenant, on a aussi
plusieurs entreprises qui n'ont pas complété, tout simplement, qui ont juste avancé sur quelques questions, qui n'ont pas été prises en compte, bien sûr. Je pense qu'il y a à peu près une quarantaine d'autres entreprises qui n'ont pas finalisé le baromètre. Maintenant, l'échantillon il est équilibré en termes à peu près en termes de taille de chiffre d'affaires. Donc 30% sont sur des chiffres d'affaires supérieurs à 100 millions de dinars. La majorité des entreprises aussi reflètent le tissu industriel tunisien, donc c'est des PME qui ont des chiffres d'affaires entre 1 et 50 millions de dinars. En termes de taille, nombre d'employés aussi, donc la majorité des entreprises sont des PME ou des entreprises de moyenne taille, donc entre 10 et 100, donc 24%, entre 100 et 500, donc 34%, donc ça reflète encore une fois le tissu industriel tunisien en nombre d'entreprises. Maintenant, sur la répartition sectorielle, là, il y a vraiment c'est pas vraiment très équilibré. Donc la majorité des entreprises qui ont répondu, donc là, c'est pas les entreprises qui ont été sollicitées, mais qui ont répondu, 27% c'est l'industrie agroalimentaire. Ça veut dire aussi que l'industrie peut-être agroalimentaire, c'est une industrie qui s'intéresse beaucoup justement à cette transition, à cette transformation digitale, donc en termes de réduction de coûts, de compétitivité. Mais au moins, en général, l'industrie agroalimentaire, on le sait, c'est une industrie plutôt locale, elle n'est pas très exportatrice. Ensuite, bien sûr, il y a l'industrie automobile. L'industrie automobile, on le sait, c'est peut-être l'industrie qui utilise le plus, effectivement, les outils digitaux. Et en général, c'est une industrie qui fournit les grands constructeurs, assembleurs internationaux. Donc, il y a vraiment cette digitalisation qui est presque systématique. L'industrie chimique, 11%, et ce qui nous a un peu surpris, c'est que l'industrie textile, par exemple, seulement 8%. Alors, l'industrie pharmaceutique, c'est normal, parce qu'en nombre d'entreprises, donc on a donc un cluster de pharma assez faible en nombre par rapport au secteur textile ou à l'agroalimentaire. Mais par contre, ce qui nous a un peu surpris, c'est l'industrie textile. Donc, ils n'ont pas été vraiment très réactifs par rapport à ce baromètre. Donc là, globalement, par rapport à l'échantillon, la deuxième question, je la laisse à David. Je voulais préciser que les répondants qui n'ont pas complété le questionnaire parlent d'une vingtaine. D'accord. Il y a une précision là, au niveau des graphes, par rapport à l'appartenance à un groupe, c'est 72% des entreprises appartiennent à un groupe et 61% qui ont une production multisite. Voilà, pour juste préciser par rapport à la question. Moi, je dirais, par rapport à votre première question, personnellement, selon ce baromètre, j'estime que c'est à 5%, en tout cas c'est à moins 10% des entreprises qui ont la maturité nécessaire ou qui ont atteint une certaine maturité au niveau de cette transformation digitale. Voilà. Peut-être pour répondre à la deuxième question qui concerne la partie vide du verre, je dirais que je pense que c'est très sectoriel. Je reviens sur le point de Anas. Tout à l'heure, on en parlait avec Michel Buteau aussi, qui disait aujourd'hui, nous, dans l'industrie automobile, c'est nos clients, on n'a pas le choix, c'est nos clients, nos fournisseurs, de toute façon, on est obligé d'y aller. Donc finalement, c'est peut-être pas une mauvaise chose, parce que ça oblige à prendre le devant sur ce sujet. En revanche, si on parle du marché agroalimentaire, par exemple, qui est un marché souvent local et sur lequel on adresse une activité historique qui est là depuis de très longues années et qui adresse le marché local, je pense que la prise de conscience est plus faible. D'ailleurs, on a quelques éléments sectoriels. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une lecture sectorielle aussi. Après, l'échantillon n'est pas très grand, donc on ne veut pas non plus sortir des statistiques sur une base qui soit trop petite. Mais je pense, j'espère qu'avec le temps, pour les prochaines éditions, on sera sur un échantillon plus large et on pourra avoir une lecture de ce type-là. Donc pour répondre à votre question, clairement l'automobile, je pense, est au top de la liste. Ensuite, le secteur pharmaceutique, sur lequel il y a énormément de normes, des sujets de traçabilité, etc., suit. Je dirais que l'agro est un peu à la traîne. Maintenant, est-ce qu'il y a une prise de conscience du risque sur la pérennité de l'activité? Je ne suis pas sûre que ce soit le cas.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des entreprises qui ont l'habitude de travailler d'une certaine façon, qui continuent à le faire. On a aussi des entreprises qui, même en termes d'intégration de leur ERP et d'utilisation de l'ERP, ne sont pas encore au maximum des capacités. Avant de parler de l'industrie 4.0, parlons déjà d'un ERP qui gère toutes les composantes. C'est le tissu industriel tunisien aujourd'hui et celui-là, malheureusement, sur certains sujets. Donc on a un peu tous les extrêmes qui sont présents dans le fait. Et on continue le combat. Oui, je voulais juste confirmer par rapport à la maturité technologique déjà de l'entreprise. Lorsqu'on ne maîtrise pas vraiment les outils comme l'ERP, l'outil 2.0, 3.0, c'est pas vraiment déployé, ça ne couvre pas toute la chaîne de valeur. C'est vraiment un frein pour passer à un autre niveau de digitalisation. En fait, je donnerai un petit détail parce que pour moi c'était fascinant. Donc, les usines qu'on considère chez Traxmire, donc ils sont à 90%, ne sont pas industrie 4.0. Pour la simple et unique raison, donc tout le reste qu'on appelle MES, PLM, Power BI, all those stuff, ce sont des outils de digitalisation. Donc on fait énormément la différence entre ce qu'on appelle digitalisation et industrie 4.0. On a uniquement 2 sites qui sont industrie 4.0 et là sur une superficie de approximativement 5-6 hectares, donc on a 60 employés. Donc ils sont tous robotisés. Ça c'est ce qu'on appelle l'industrie 4.0 chez nous. À la rigueur, c'est notre définition de l'industrie 4.0. C'est pour cela je comprends très bien la réflexion des industriels tunisiens lorsqu'ils disent qu'ils ne l'ont pas. C'est normal qu'ils ne l'ont pas parce qu'ils n'ont pas de la digitalisation, ils n'ont pas les données sur un format digital pour les traiter. Comment ils vont passer à l'industrie robotique? Donc l'industrie 4.0 c'est de la robotisation et plus. Donc ma recommandation c'est de faire le split chez les industriels, de les pousser à avoir de la digitalisation et après on fait l'industrie. Ça c'est juste l'intervention. Merci. Alors, on passe la parole à Mme Salini. Ma question est sur le baromètre. Il a été réalisé post-Covid ou durant le Covid? Parce que je pense que peut-être post-Covid, tout ce qui est stratégie pourrait être Est-ce que vous pouvez juste répéter la question? C'est par rapport au baromètre. Est-ce qu'il a été réalisé post-Covid ou durant le Covid? Ça reprend. Moi, je dirais que le Covid, on y est encore. Donc, les problématiques, en fait, pour répondre à votre question, les problématiques qu'on a vues justement émerger au niveau mondial suite à la crise sanitaire, même si elles sont un peu, disons, effacées, mais elles persistent encore. Et donc, c'est vrai que le baromètre a été réalisé en 2022. Et donc, c'est, disons, voilà, après la grande vague du Covid, mais elle prend en compte effectivement tous les changements, tous les bouleversements qui ont été, qu'on a subis suite à cette crise. Oui, le cher Bardo, Société APET. Ce slide est très intéressant parce que quand on voit un petit peu le panel, on comprend les résultats du baromètre. Si on enlève les derniers 1% qui représentent une société à peu près, plus les autres services qu'on peut imaginer, ils ne sont pas très intéressés par l'industrie 4.0. Finalement, il y a une soixantaine d'industriels. C'est un panel qui n'est pas assez représentatif pour sortir des résultats probants. Quand on voit qu'en plus, 60%, c'est des tailles inférieures à 500 personnes, ils n'ont pas les moyens pour mettre un investissement aussi lourd et ça répond. J'ai vu un graphe, c'est quoi le coût de l'investissement qu'ils étaient prêts à mettre. Le plus haut pourcentage fait 100 000. C'est normal, c'est des entreprises, c'est le reflet de l'industrie tunisienne, c'est des petites industries. On doit se poser la question, est-ce que individuellement les sociétés tunisiennes peuvent faire cet effort-là toutes seules? Voilà, il faut trouver d'autres mécanismes avec des clusters ou des
des choses comme ça pour mutualiser ces frais. Parce que si une machine comme Draxelmeier passe par la digitalisation, parce que ça coûte très cher, l'industrie 4.0, c'est que 2 sites sur 60. Nous, on doit se poser la question, est-ce qu'on a les moyens de faire ça en Tunisie? Alors moi, je voulais juste répondre par rapport à la taille des répondants, en fait, parce que c'est un sujet sur lequel on a beaucoup discuté. Alors d'expérience, vous savez que chez EY, on sort le baromètre des industries, des entreprises depuis de longues années, je ne sais plus l'édition, voilà, on a commencé en 2011, et au démarrage des baromètres, en général, on est sur cette taille d'échantillons. On pense malgré tout que quand on regarde la dispersion du chiffre d'affaires, des typologies d'industrie, on est sur quelque chose qui reste assez représentatif du tissu économique tunisien. Donc on espère effectivement que cet échantillon va grandir d'une année sur l'autre. C'est ce qu'on constate d'ailleurs sur le baromètre des entreprises. Aujourd'hui on est à plus de 200 entreprises. Mais l'idée c'était quand même d'entamer, d'avoir une première lecture de la situation. Alors, Portal. Merci Émile. C'était la même question en fait. Moi aussi j'ai eu cette grande déception par le chiffre 74. Autant le baromètre me va bien, je suis dans la bonne moyenne, disons mention passable, mention assez bien. Voilà, je suis dedans, donc ça me représente. Mais 74 répondants, est-ce que ça veut dire que le sujet n'intéresse pas tant que ça les gens, ou bien est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps suffisant d'aller les chercher? Mais ça m'a déçu ce chiffre-là. Autant je répète, je suis en plein dedans, donc je me le reconnais. J'ai plus les chiffres en tête sur le nombre de questionnaires qu'on a envoyés. Après, ce que je peux vous dire, c'est que tout à l'heure, on a parlé aussi des personnes qui ont commencé à répondre et qui ont interrompu. Ça, je pense qu'en soi, c'est un phénomène aussi. Hein. C'est que finalement, on est face à une difficulté de répondre et d'adresser ce sujet qui est l'industrie 4.0. Donc, effectivement, est-ce qu'on n'est pas sur un échantillon d'un millier d'entreprises, clairement, mais nous, on pense qu'il y a quand même une lecture intéressante à faire de ces chiffres-là. En tout cas, juste par rapport à cette expérience, parce que je suis le baromètre des entreprises qu'on fait annuellement au groupe de plus de 300 entreprises. Et moi, je voyais un peu les résultats intermédiaires. Et à partir du moment où on regarde le premier tiers, et on commence à compiler les données des résultats, ça ne change pas grand-chose. Franchement, ça ne change pas grand-chose. Dans les faits, c'est un peu ça. Bien sûr, ça peut être à 2-3% près, mais ça ne change pas finalement la lecture qu'on fait. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions pour Sibad. En fait, comme j'ai dit tout à l'heure, côté digitalisation, c'est un process à part. C'est de transmettre les données qu'on a dans une base de données, dans un format numérique, ça c'est quelque chose de très basique et c'est primordial. Sans ça, on ne pourra jamais avancer. Actuellement, concernant tout ce qui est industrie 4.0 et disons digitalisation 2.0, donc ma recommandation, et ce n'est pas personnel, c'est du groupe, donc de ne pas avoir une unité comme étant une locomotive. Au contraire, on doit implanter cette idée dans chaque département. Donc l'initiative doit venir de chaque département selon sa spécialité. Je ne suis pas un qualificien, je suis un informaticien. Donc les idées, initiatives et créativité, ça doit venir du connaisseur du métier. Donc lui, il doit m'expliquer et me définir comment digitaliser son process à lui. Du même côté maintenance, du même côté production, etc. C'est pour cela, donc, concernant le MES, il est partiellement administré en tant que second level, tout ce qu'on appelle key user et half admin. Donc ce ne sont pas les top admins, ce sont les médiums. Ce sont des gens du logistique et de la prod.
ne sont pas des informaticiens. Donc les informaticiens, ils reçoivent des cahiers de charges à travers de ces collègues-là, ou bien à travers des gens, ce qu'on appelle les solution managers, ce sont des gens informaticiens, mais à base de très bonne connaissance de ce métier-là. Donc c'est pour cela que ma recommandation, et ça n'a pas réussi chez Drexelmeier d'avoir, comment dire, un département qui tire. Ça n'ira pas loin. Donc, je pense qu'il faut avoir une organisation transverse. Là, je vous donne un retour d'expérience avec un super agroalimentaire où on a fait l'accompagnement pour l'approfondissement de l'MES. Je me rappelle très bien, lors des workshops de définition des besoins, il y avait des responsables opérationnels, qualité, production, maintenance, pour pouvoir bien décrire les spécifications fonctionnelles à développer. Merci. Déjà, une petite réponse. Au cas de nous, tous les honneurs à l'association. Je reste toujours dans le secteur automobile, bien sûr. Et au niveau du secteur, on a vu que pas mal d'entreprises qui ont participé. Bien évidemment, l'analyse sera meilleure si on travaille par secteur, parce qu'on a bien compris que plus ou moins secteur moteur par rapport à l'industrie 4.0, c'est l'industrie automobile, par exigence client, c'est-à-dire directement, puisque le client a une exigence qualité, une traçabilité, une exigence maintenance, donc la maintenance prédictive et l'autre. Toutes ces exigences-là sont demandées et sont bien sûr intégrées dans l'industrie 4.0. La digitalisation, bien sûr, comme vous dites, parce que l'industrie 4.0, on sait très bien, bien sûr, on est loin aujourd'hui. Parlons de la Tunisie, on est loin. La première chose, c'est l'État. L'idée, c'est quoi? C'est peut-être définir une feuille de route. Donner l'exemple et présenter à partir de l'Agence et d'autres participants, on travaille le travailleur sur une feuille de route. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Quelles sont les étapes? Les milestones et les problèmes, bien sûr, déjà rencontrés dans les entreprises que d'autres vont éviter. Ça permet au moins de donner un retour. Je dirais, là, on a eu l'entreprise 74. Si on a un document de travail qui sort aujourd'hui, je suis sûr que la prochaine édition, il y aura plus d'entreprises qui vont participer. S'ils ont déjà compris, ils ont déjà eu un retour, ils ont compris l'intérêt d'avoir ce paramètre qui donne des informations, des données de retour, qui permettent aux entreprises de pouvoir évoluer aussi dans ce secteur distribution et industrie 4.0. C'est pas évident de digitaliser nos entreprises, c'est très difficile. Beaucoup de efforts pour le faire clair, mais on arrive déjà. Quand on voit le nombre d'employés, le main-d'œuvre, ça arrive à digitaliser. Donc, je dirais qu'il y a d'autres entreprises qui sont moins d'intervention humaine, plus faciles à faire. Ça coûte cher, je ne suis pas sûr. Votre réponse aujourd'hui de digitalisation, c'est quelques outils, j'ai vu pas un gros budget pour digitaliser. On a déjà le serveur et les éléments, donc on l'a toujours, puisqu'on a fait le secteur automobile, on a besoin de ça, on travaille sur le prix des factures. Donc, terminer l'opération au niveau de l'usine, c'est quelques bouchères, quelques opérations, c'est pas trop cher, mais ça permet d'informatiser tout le système. Donc, commençons au moins l'idée, c'est de pouvoir nous réjouir avec l'UA, et évidemment, nous sommes prêts avec l'association de venir en support pour définir cette feuille de route, ces étapes nécessaires. Avec, bien sûr, la participation de nos membres qui sont déjà en digitalisation, une grande partie des membres sont déjà digitalisés, donc ce qu'ils ont fait déjà dans le dossier permettra bien sûr à d'autres métiers, je parle de pharmaceutique, c'est une exigence, je ne sais pas, peut-être que ça doit être eux, les piliers, les premiers. Je suis étonné que vous dites que le secteur automobile doit pas s'étonner, mais on a dit dans le nom au classement, on n'est pas pharmaceutique. On va donner la parole aux pharmaceutiques pour les deux représentants, ça va être intéressant. On niveau de l'expression et de contextualisation, ça doit être élevé. Voilà. Merci.
Une seule question, on va faire du micro définitivement, on va passer derrière ça. Ce baromètre, c'est plutôt tunisien, dans la guerre maintenant disons concurrentielle sud-méditerranée. Il y a la même chose en Égypte, il y a la même chose au Maroc. Est-ce que vous avez un peu de Sophie ou c'est plutôt tunisien, ce baromètre et je le reprends maintenant, c'est le premier. Non, mais il n'y a aucun problème. Pour des questions aussi pertinentes, on a trouvé. Alors oui, c'est tuniso-tunisien. C'est une initiative qu'on a prise avec Novation. Je vais répondre pour EY. Nous, on n'a pas ce type d'édition sur les autres pays. En tout cas, pas ceux que tu as cités. Après, je ne sais pas si par ailleurs, on a plus d'informations sur quelque chose de régional. Alors, le baromètre, c'est un outil qui a été créé par EY Innovation City, donc c'est tunisien. Et c'est une bonne chose parce qu'on est pionnier en Tunisie toujours dans ces sujets d'innovation. Maintenant, en fait, le baromètre, il a été quand même construit en s'appuyant sur une base d'un outil de maturité, l'outil de maturité qu'on utilise pour diagnostiquer les industriels tunisiens, dont Nielsen, KBO, PEC. Donc on a utilisé cet outil-là pour diagnostiquer vos usines, et cet outil maintenant c'est un standard en fait, qui commence à émerger, un standard international porté par le World Economic Forum, et Novation City a intégré donc, cette équipe du World Economic Forum pour être en Tunisie de porte-étendard de ce standard. Et ce standard, ce qui est important, c'est qu'il permet effectivement de benchmarker à l'international, puisqu'il est utilisé dans plusieurs pays. Il permet de benchmarker par secteur, c'est-à-dire on peut comparer une entreprise diagnostiquée par rapport à ses confrères donc en Tunisie, mais ailleurs à l'international, et donc on peut comparer aussi par taille, etc. Voilà. Pour répondre sur le point l'idée de la roadmap, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on regarde. Effectivement, ça pourrait être intéressant qu'on fasse un travail là-dessus. Si on conjointe, c'est pour les différents intervenants. Alors, je vais donner la parole au secteur pharmaceutique, qui est à Tériac, donc, pour parler un peu peut-être de où est-ce que vous en êtes sur ce sujet. Donc, Tériac, nous sommes Tériac, donc c'est pharmaceutique. Notre projet a démarré par la définition de la feuille de route, donc comme a souligné monsieur. Donc la première étape serait vraiment de définir la stratégie, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut digitaliser, définir la feuille de route, faire un diagnostic de l'existant et faire sortir les projets de digitalisation. Ça, c'est la première étape. Après, bien sûr, vient l'implémentation de tous ces projets, prioriser les projets, définir les feuilles de projet, etc. Et puis l'implémentation. Aussi, il y a je ne dirais pas une confusion, mais une différence entre la digitalisation, la transformation digitale et l'industrie 4.0. Donc, c'est deux choses différentes. La première étape, c'est la transformation digitale. La transformation comprise. On prend tout ce qui est transformation des processus de travail de l'entreprise. Digitaliser les processus de l'entreprise est une chose, après passer à l'industrie 4.0 qui est vraiment une deuxième étape, et je ne sais pas si l'industrie pharma est prête pour l'industrie 4.0 ou pas, donc peut-être tout ce qui est industrie automatisée, tout ce qui est monoproduit, tout ce qui est... Ça se prête à l'industrie 4.0, pas le pharma pour le moment. Donc vraiment robotiser la chaîne de production, etc., c'est pas le pharma, c'est plus peut-être comme a dit monsieur pour l'automobile, pour tout ce qui est monoproduit. Là, je ne sais pas, c'est 4.0, je parle de l'expérience de Télèque, on a plus de 200 produits, on ne va pas s'amuser à robotiser les chaînes de production. Donc, transformation digitale est une chose, industrie 4.0 c'est autre chose. Je ne veux pas bien la pression, mais pour le secteur automobile, c'est plus que ça référence. Ça parle des milliers de références, mais de toute façon, le besoin était juste par pourquoi je parle de la partie pharmaceutique, parce que je dirais la traçabilité, c'est très important. Nous, la traçabilité, c'est important, on sait qu'il y a bien sûr, la traçabilité chez nous, c'est un accident. Mais à la limite, c'est un accident. Il y a un risque minime par rapport à un problème médicalement qui peut être supérieur, donc la santé, ça peut être au niveau supérieur. Donc c'est juste par rapport à ça. Mais par contre,
Bien évidemment, le secteur automobile est totalement hors sujet. On fonctionne dans ça parce qu'on est obligé, on a mieux comment fonctionner ça. Je dirais, s'il n'y a pas de clients, pas pharmaceutique, c'est nous dans la chaîne produit. Il n'y a pas une exigence client, il y a des normes, il n'y a pas une exigence client. Nous avons des normes, on a à côté des normes, il y a l'exigence client. La norme internationale, à suivre aussi, mais par contre, nous avons un plus qui est l'exigence client, qui nous pousse à aller vers la digitalisation et vers l'industrie 4.0. La pharmaceutique, il n'y a pas de clients, c'est nous les clients et on est demandeurs. Moi, je voudrais dire que, en fait, justement, pour que cette confusion qu'il y a toujours entre transformation digitale et transformation de l'industrie, aujourd'hui, la transformation digitale fait partie, en fait, dans le cadre de l'industriel, des industries, de la transformation de l'industrie. C'est-à-dire, en fait, ce n'est pas une étape qui vient avant, c'est une étape qui se fait en parallèle. Et justement, c'est pour ça qu'il faut avoir cette vision globale de toute la transformation Industrie 4.0. On parle d'une transformation vers des usines intelligentes, dans laquelle la transformation digitale est le pilier, c'est vrai, mais elle fait partie vraiment du process de transformation industrielle. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est un préalable, c'est un prérequis d'avoir en fait des outils, d'avoir la digitalisation dans le sens où, d'ailleurs, nous, on n'a pas ici des slides, mais il y a 6 étapes dans la transformation de l'industrie 4.0 et la 4e étape, c'est la digitalisation, mais en fait, ça fait partie de ce processus et ça fait partie d'une vision globale qui se décide par une stratégie, une feuille de route. Ce n'est pas seulement un préalable qui se fait avant, mais qui se fait en parallèle. On peut prendre une checklist. Ah bah oui, c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, et on vous accompagne pour avec. C'est bien. Il y a les grandes entreprises, nous employés, ça beaucoup d'argent, et d'autres qui sont 10 employés et qui sont obligés d'aller à l'industrie 4.0. Et ils ont moins que d'autres entreprises, mais ils ont besoin d'avoir un support. Nous, en tant qu'association, nous, en tant qu'innovation scientifique, ils vont aller en tant que support de préparer cette checklist pour aider ces 10 entreprises à comprendre et à définir, et puis peut-être après, ils seront capables de mettre l'industrie 4.0 dans ce sujet. Juste pour répondre rapidement sur la checklist, en fait, on a des questionnaires de maturité Industrie 4.0 qui existent, qui donnent une première approche. Et après, il y a la possibilité aussi d'être en accompagnement plus approfondi dans une logique de discussion, de workshop, où là, on est sur des choses plus approfondies. En tout cas, le questionnaire, l'outil existe. Alors, on a une... Participation de l'État pour ces stratégies de transformation digitale. Il n'y a pas quelques enfants qui voient le ministère de l'Industrie. Je pense qu'ils sont là. Ils ne sont pas là. Donc c'est la stratégie de l'État pour la transformation digitale pour les industriels. La deuxième question, c'est la participation des centres de recherche et la communication. Est-ce qu'ils sont appelés à participer dans ce projet-là ou pas? Et la troisième question, c'est les mécanismes de financement. Ça, c'est très important. C'est la première. Moi, j'ai cité initialement la
pas nécessairement, je ne représente pas l'État, mais comme on collabore beaucoup avec effectivement le ministère de l'Industrie, donc en fait, nous on fait partie en fait d'un programme qui est un programme autour de l'industrie 4.0 qui s'appelle l'Initiative nationale sur l'industrie 4.0 ou vers l'industrie 4.0. Et cette initiative est lancée par le ministère de l'Industrie. Maintenant, cette initiative, donc, parmi ses objectifs, effectivement, c'est d'accompagner les industriels, d'où la mise en place de plusieurs centres d'accompagnement, donc des centres autour de l'industrie 4.0, qui seront au niveau des technopoles. Donc, Innovation City, par exemple, justement, on a été les premiers donc, à mettre en place ceci. Mais il y aura d'autres centres dans le futur, donc dans la stratégie nationale. Ensuite, il y a voilà, des mécanismes aujourd'hui sur lesquels ils sont en train de travailler pour mettre en place un programme de financement spécifique à l'industrie 4.0. Les choses, malheureusement, prennent du temps, comme voilà, la situation peut-être l'impose, mais aussi la culture. Donc, ça fait presque une année et demie que cet outil est en train d'être designé. On espère l'avoir pour bientôt. Donc, on a une promesse du ministère de l'Industrie de mettre en place ces mécanismes de financement pour 2023. Dernière question. Ça n'empêche que maintenant, la locomotive réelle du pays, ça a été toujours les entreprises, ça a été toujours le privé. Et donc, d'où cette initiative donc, de mettre en place un baromètre, de mettre en place des programmes d'accompagnement. Donc aussi, il ne faut pas toujours attendre à avoir voilà, de l'assistance, attendre à avoir du support étatique. Aujourd'hui, la compétitivité de chaque industriel dépend de la transformation qu'il sera prêt à faire indépendamment de l'environnement, parce que l'environnement international impose ça. On parle de société ETS. En fait, j'ai deux questions. Une pour M. Ernest et une pour M. La première, c'est pour réussir la digitalisation de l'entreprise. Il faut bien choisir un MES. Et on a plein de MES. Est-ce qu'on a pensé à aider les entreprises à réussir leur MES? Comme définir une charte, par exemple, ou un outil. Si on peut appeler un outil technologique ou une sorte de certification des MES pour avoir l'efficacité pour les entreprises. Alors, moi je dirais, d'abord, on l'a dit tout à l'heure, d'abord il faut bien mettre un ERP avant l'MES. Donc c'est vraiment le socle de base, hein. C'est le backbone, hein. C'est le squelette du système IT dans une industrie. Et il faut maîtriser en fait tous les input-output parce que l'ERP déjà, il a un spectre en fait de modules assez large aussi. Et l'MES, il s'intègre en fait à ce spectre-là de l'ERP. Ensuite, en fait, l'MES, c'est vraiment quelque chose de très customisé à l'industriel. Donc, il n'y aura jamais un MES standard, comme par exemple, on a aujourd'hui des ERP qui sont, disons, voilà, il y a presque quelques grands intégrateurs, etc., SAP, Sage, je ne vais pas faire de la pub, mais voilà, les MES, c'est par essence, c'est quelque chose de très customisé. Donc, il n'y aura pas forcément un standard. Par contre, ce qui se fait, c'est effectivement de faire des audits techniques, de faire de l'évaluation de fournisseurs, et on a les outils pour pouvoir comparer justement différents types d'MES, quelles fonctionnalités, à quelles fonctionnalités répondre, etc. Et tout simplement, il faut savoir aussi que les MES, comme ils sont customisés, mais ils sont aussi dépendants du secteur en fait. Donc, le MES pour l'agroalimentaire, c'est pas l'MES pour la pharma, etc. Et donc ça va dépendre du secteur dans lequel vous Moi, êtes. j'ai mis l'accent sur l'MES parce que réussir la transformation digitale, ça peut créer de l'autofinancement pour l'industrie 4.0. Ça peut créer des ressources. C'est pour ça que je mets la question à M. Ebert. Est-ce qu'ils ont chiffré le passage entre de l'MES au SAP? Ils ont passé au SAP. SAP a commencé ses
c'est un outil très cher pour les autres MDS. Lorsqu'ils ont pris la décision de passer au SAP, est-ce qu'ils ont chiffré le retour sur l'investissement de la SAP ou non? Et en fait c'est un projet stratégique. Donc peut-être je ne peux pas communiquer le chiffre, mais on parle d'un grand chiffre. Oui. Avec plus que les 9 zéros, c'est déjà de l'acquis en euros. Mais en fait, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est d'avoir un outil là où on a plus pain point. Je suis désolé pour le français. Pain point concernant tout ce qui est maintenance, tout ce qui est support, etc. Donc, solutions which are customized internally, I can live with or deal with whenever I work with SAP or whatever, and that will allow me immediately that we have kind of insurance from one side. From another side, I have this maintenance and all those consultancy available everywhere. That's allow me to be kind of insurance to be always standalone. Je m'explique. Je ne peux pas en français. Je voulais juste ajouter par rapport au choix de l'MES. En fait, je confirme, je suis aligné avec un assez très spécifique par activité, par secteur. Généralement, on achète le socle, et puis par la suite, on fait du développement pour intégrer les modules souhaités. Il y a un autre critère à part le secteur, c'est la nature du poste de travail. Si le poste de travail est 100% automatisé, ou manuel, ou semi-automatique, là, ça fait la différence. Il y a des intégrateurs ou des éditeurs qui sont plutôt spécialisés dans ce type de MES ou dans d'autres. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur la recherche et l'enseignement supérieur. Effectivement, il y a beaucoup de travaux qui sont faits. C'est pour ça que nous avons justement un programme d'incubation de start-up dans les TMES, entre autres. Nous l'avons fait vraiment pour l'industrie 4.0, parce que justement, on ne veut pas que, on a effectivement besoin de SAP, mais on ne veut pas que toute cette transformation se fasse aussi uniquement avec de la technologie. On aimerait bien que la Tunisie aussi profite de cette tendance pour créer de la technologie locale, pour justement accompagner toutes les industries qui veulent aller vers cette transformation et pour les pays par rapport à cette transformation digitale pour les entreprises dont on a parlé tout à l'heure, par rapport à l'entreprise, etc. Donc réellement, nous sommes pratiquement à la troisième cohorte pour cet incubateur et nous avons de très bons résultats, donc nous en sommes fiers. Donc il y a des choses qui se développent parallèlement à ça pour justement donner une réponse aux entreprises avec de la technologie locale développée par des chercheurs, des entrepreneurs maintenant en industrie. Merci beaucoup aussi Michel, merci à tous. Je pense que le débat est très intéressant, on pourrait continuer pendant longtemps. D'ailleurs, je vous propose de continuer dans le cadre d'un cocktail de networking au 11e étage. Alors pour conclure, prise de conscience sur l'importance de l'industrie 4.0, concrétisation, implémentation de solutions, le chemin est encore long. La disparité est forte aussi en fonction du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise et de sa maturité digitale. Donc on va attendre avec beaucoup d'impatience le résultat de la deuxième édition du baromètre pour voir comment on va avancer dans les prochains mois. Merci à tous et puis au revoir. Merci.
Il y a une question en particulier, c'est à bloquer la marée. La question c'est pas de c'est une espèce de